Il y a peu de temps, l'équipe du projet Pale Red Dot a découvert l'existence de l'exoplanète la plus proche de la Terre, qui orbite autour de Proxima du Centaure. Cette planète, donc baptisée Proxima Centauri b, est placée dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'elle pourrait contenir de l'eau liquide et donc de la vie. Notre postulat de base est donc le suivant. Nous sommes dans un futur proche où la Terre vit ses derniers jours, et où nous savons, grâce à des mesures réalisées par le passé, que Proxima Centauri b est vivable, et n'attend que nous pour abriter la vie. L'humanité fait le choix logique de s'exporter vers Proxima b. Ce voyage serait un parmi de milliers d'autres. Mais quel type de vaisseau? À quelle vitesse? En combien de temps? Et comment vivre le temps du voyage? Notre problématique est donc, comment aller sur Proxima Centauri b et vivre pendant le trajet? Nous nous sommes fixés des valeurs de poids et de durée du voyage comme limite afin de rendre plus simples nos calculs. Nous nous sommes donc mis d'accord sur un voyage entre 100 et 250 ans et un vaisseau d'environ 2000 tonnes. La distance entre le Soleil et Proxima Centauri est de 4,243 années-lumière. Une année-lumière est une unité de mesure de distance très grande. C'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit 9 460 730 472 580 km. Donc 4,243 années-lumière valent 40 141 879 400 000 km. Nous avons divisé le plan en deux parties. La première partie est la partie physique, avec le décollage, les différents types de propulsion et l'atterrissage. La deuxième partie du plan est la partie SVT, avec la survie à l'intérieur même du vaisseau. Dans la partie physique, nous verrons en premier comment décoller, puis nous étudierons trois types de projets. Donc les projets prometteurs, avec la voile solaire et l'antimatière, les projets concrets, avec les moteurs ioniques, les moteurs chimiques et le Super Orion, et des projets théoriques, comme le trou de verre, la téléportation quantique et la vitesse lumière. Et nous finirons par l'atterrissage. Dans la partie SVT, nous verrons en premier temps les caractéristiques des membres de l'équipage et comment ils assureront leur descendance, et dans un second temps, nous étudierons les conditions nécessaires pour qu'ils puissent survivre, c'est-à-dire leur nourriture, l'eau, l'oxygène et les sources d'énergie, et comment ils géreront leurs déchets. Dans cette première partie, nous allons étudier les différents types de vaisseaux. Notre contexte nous aide car la question du prix ne se pose pas. Nous allons nous baser sur des projets plus ou moins concrets et efficaces et sélectionner, à nos yeux et à ceux de quelqu'un du métier, la meilleure option ou une option hybride pour emmener notre écosystème fermé, la partie 2, d'une charge utile de 2000 tonnes sur une exoplanète à 4,243 années-lumière. 3, 2, 1, 0. Le premier problème qui s'oppose à nous, c'est le décollage. Comment emmener un vaisseau de plusieurs milliers de tonnes dans l'espace? On peut prendre l'exemple de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui a coûté 420 milliards de dollars et qui a été montée en emmenant les différents modules un par un dans l'espace. Elle pèse 450 tonnes. Notre vaisseau fera au moins 2000 tonnes. Il est donc 5 fois plus lourd. On peut imaginer qu'il serait 5 fois plus cher aussi. Là-dessus, M. Bonal a plutôt estimé, sachant que dans le coût de l'ISS se trouvent beaucoup de machines scientifiques, un coût du vaisseau équivalent à celui de l'ISS, de l'ordre de 500 millions de dollars. Donc, un vaisseau serait finançable, mais une flotte entière serait un peu compliquée. Sauf que notre contexte nous aide, et que l'argent n'est pas une limite. La fin du monde nous pousse à nous entraider pour construire ces vaisseaux, qui vont sauver l'humanité de l'extinction. En conclusion, à moins qu'on trouve un vaisseau avec une puissance telle qu'il puisse emmener sa propre masse en orbite, ça va coûter cher. Très cher, mais on trouvera l'argent. Les agences spatiales de ces dernières décennies ont vu naître en leur sein des projets très prometteurs qui apparaîtront peut-être dans 10 ou 500 ans. Par exemple, avec la voile solaire, on connaît 3 cas concrets de missions achevées ou en cours de développement. La NanoSail D2 de la NASA, mission lancée en 2011, maintenant achevée. Il y a la mission Icaros de la JAXA, qui a été lancée en 2010 et qui est encore opérationnelle aujourd'hui. Et enfin la mission LightSail de la Planetary Society, toujours en développement. On voudrait savoir si une voile solaire pourrait emmener nos 2000 tonnes sur Proxima b et en combien de temps. Donc il nous faut une voile de 1 km² pour obtenir une poussée de 9 Newtons. Pour propulser nos 2000 tonnes de charge utile à une bonne vitesse,
Il nous faudrait une voile avec des dimensions impossibles à réaliser aujourd'hui. Mais suggérons que notre accélération est d'1 mètre par seconde, proche du Soleil. Lorsqu'on s'éloigne du double de la distance à l'étoile, la surface nécessaire pour garder notre accélération doit être montée au carré. Une deuxième option s'offre à nous, éclairer la voile depuis la Terre avec un laser. Mais là encore, le trajet serait trop long pour la même accélération que tout à l'heure. Et puis la consommation en électricité du laser serait égale à la consommation totale des Français. Le projet Breakthrough Starshot veut envoyer à l'aide d'un laser des milliers de sondes de 1 gramme vers Proxima Centauri B en 50 ans. Mais si on adapte ce projet au nôtre, le vaisseau serait trop lourd et l'atterrissage trop compliqué vu la vitesse, sans compter le problème de la décélération. La voile solaire est prometteuse, mais pour de petites masses comme des nanosondes. Ce que nous savons de l'antimatière, c'est que c'est, en gros, l'opposé de la matière. Pour la même espèce chimique, elle a la même masse mais une charge opposée. Le moteur se base sur le principe qui fait que deux atomes de matière et d'antimatière se rencontrent, créent beaucoup d'énergie sous forme de photons, et on peut par exemple s'en servir pour chauffer un fluide et l'éjecter avec donc une grande vitesse. Ce moteur serait largement plus productif qu'une centrale nucléaire. L'annihilation d'1 gramme d'antimatière équivaut à la fission de 5 kg de plutonium, ce qui est équivalent à la bombe d'Hiroshima. Le gros problème, c'est que l'antimatière ne se trouve pas à l'état naturel. Il faut la produire et à un prix fort. 1 gramme d'antimatière pour 45 millions d'euros si l'on installe une usine de production de masse. Si on avait assez d'argent et la technologie nécessaire pour conserver et utiliser cette antimatière, il nous en faudrait seulement 1 kg. Il existe un moteur qui dans notre cas est nucléo-électrique, le moteur ionique. Il a cette particularité d'ioniser le carburant et de ne pas le brûler, ce qui le rend très économe. Les ions dégagés passent par une grille chargée électriquement et subissent ainsi une accélération. Ces ions propulsés créent la force de poussée du moteur. L'énergie nécessaire pour charger une grille proviendrait d'un réacteur à bord. Le carburant utilisé est du xénon, mais celui-ci étant très onéreux, on peut aussi utiliser l'argon ou le krypton peu corrosif et adapté au moteur. Malheureusement, sa poussée est faible. Plus la charge électrique de la grille est importante, plus la vitesse d'éjection des ions est importante et plus l'accélération du vaisseau est grande. Dans le cas où nous nous éloignons progressivement du Soleil, les réacteurs nucléaires semblent être la meilleure option, les panneaux solaires devenant inutiles, d'où le moteur nucléo-électrique. La poussée d'un moteur ionique est de 2 Newtons aujourd'hui, mais sur les conseils de M. Bonal, l'avenir nous réserve des moteurs allant jusqu'à au moins 5 Newtons. On aurait maximum, par rapport à la limite de l'alimentation et du poids, 50 moteurs à ion. On calcule donc la poussée de tous les moteurs mis ensemble. 50 x 5 est égal à 250 newtons. On a donc une poussée de 250 newtons qui agissent sur 2 x 10 puissance 6 kg. Donc soit A l'accélération en mètres par seconde, on a A est égal à 250 sur 2 x 10 puissance 6. Donc A est égal à 1,25 x 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Selon nos calculs, si l'on ne compte pas le poids de l'essence qui est de moins en moins grand, notre accélération finale au bout de 100 ans est de 394,2 km par seconde. À cette vitesse, le voyage dure environ 3231 années et 3 mois, sans compter la décélération, bien sûr. Pour un moteur ionique, si l'on prend le maximum de xénon possible, même dans cette configuration, le vaisseau étant très lourd, le temps de trajet sera très long. Pour les moteurs à propulsion chimique, nous allons nous baser sur la mission New Horizons, qui est l'objet le plus rapide des vols spatiaux. Envoyée en 2006 à destination de Pluton, cette sonde avait une charge utile de 478 kg. Elle est arrivée à 13 km par seconde au niveau de Pluton, grâce notamment au lanceur Atlas V. Pour nos calculs, on utilise la vitesse finale de New Horizons, 13 km par seconde. On aimerait calculer le temps du voyage, donc notre delta T, soit D la distance équivalent à 4,01 x 10 puissance 13 km, et V de 13 km par seconde équivalent à 4,09 x 10 puissance 8 km par an. Donc, delta T équivaut à 4,01 x 10 puissance 13 divisé par 4,06 x 10 puissance 8. Notre delta T équivaut à peu près à 1000 ans. Si on prend la vitesse finale de New Horizons aux abords de Pluton, malgré notre masse beaucoup plus imposante que les 400 kg de New Horizons, le voyage durera quand même un millier d'années. Les moteurs à propulsion chimique sont notre passé, mais ils sont peut-être aussi notre avenir, car nous ne connaissons pas l'évolution de la technologie. Néanmoins, avec les lanceurs d'aujourd'hui, il est très compliqué de relier des étoiles.
Il existe aussi le projet Orion, ou Super Orion. Le projet Orion utilise des ogives nucléaires pour se propulser. Le vaisseau est divisé en trois. Tout en haut, nous avons la partie occupée par des humains, avec tout le nécessaire vital. En dessous, le stockage des ogives nucléaires, avec une partie propulsion. Et enfin, un immense amortisseur, diffusant sur la durée l'impact des bombes nucléaires. La propulsion s'effectue de cette manière. Une ogive est expulsée de la partie stockage et passe dans une ouverture de l'amortisseur. Elle explose une fois qu'elle est à bonne distance. Finalement, une partie de l'énergie est rendue de manière diffuse dans l'amortisseur. Une variante, appelée Daedalus, possède un amortisseur demi-sphérique, pour une meilleure optimisation de la poussée, en récupérant un maximum de l'énergie libérée. Sans pouvoir malheureusement vérifier nos calculs, beaucoup de sites internet et de revues scientifiques disent pouvoir atteindre 5% de la vitesse de la lumière avec le projet Orion. Selon les valeurs de Wikipédia et de la NASA, leur Orion pourrait produire 160 méganewtons de poussée. Répercuté sur nos 2000 tonnes, en accélérant pendant une semaine, on atteint 15% de la vitesse de la lumière. En prenant en compte le poids des bombes nucléaires, qui est notre carburant, on peut estimer que 5% de la vitesse de la lumière serait approximativement notre vitesse finale. Maintenant qu'on a vu les projets les plus concrets et réalisables, nous pouvons parler des rêves d'avenir. On parle ici de vaisseaux allant à la vitesse de la lumière, de téléportation venue de la SF, et pourquoi pas de trous de verre. Commençons par les trous de verre justement. L'idée des trous de verre a été soumise par Albert Einstein, puis le physicien superstar Stephen Hawking, qui produira beaucoup de travaux dessus. En opposition au trou noir, le trou de verre est la sortie, une sorte de trou blanc. Il permettrait donc de relier deux points de l'espace en 3 dimensions en passant par une dimension supérieure. Comme une porte reliant deux points de l'espace séparés par des années-lumière de distance. Cependant, cette idée est beaucoup trop théorique et nous ne serons probablement jamais capables de maîtriser la puissance des trous noirs. La téléportation quantique repose sur l'intrication quantique de deux particules. Lorsque deux particules sont intriquées, tout ce qui arrive à l'une est répercuté sur l'autre. Ainsi, on peut considérer ce phénomène comme de la téléportation, car deux particules intriquées transmettent des informations instantanément, et donc plus vite que la lumière. Ainsi, si la première particule s'intrique avec une autre dans le module de réception, et qu'elle change d'état une fois le processus terminé, on a techniquement téléporté une particule plus vite que la lumière. Il va sans dire que nous n'avons réussi à réaliser une téléportation qu'avec des particules, et pas encore avec des molécules plus complexes ou des objets macroscopiques. Donc pas encore de vaisseaux ou de personnes. Pour la vitesse lumière, le problème c'est que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus il faut fournir d'énergie pour accélérer. Au point que, pour atteindre 300 000 km/s, il faudra théoriquement fournir une énergie infinie. Les photons peuvent aller à cette vitesse car ils n'ont pas de masse. Mais pour un vaisseau habité qui pèse 2 bons milliers de tonnes, voire plus, il est très compliqué de n'aller qu'à 50% de la vitesse de la lumière. Pour un vaisseau de 2000 tonnes à 150 000 km/s, il faut 2,25 × 10 puissance 24 joules, soit l'énergie de 11 milliards de lancements Saturn V, la fusée la plus chère et la plus coûteuse de l'histoire, qui a permis d'envoyer les hommes sur la Lune, entre autres. Notre vaisseau est fonctionnel et il nous emmène en environ 100 ans sur Proxima B. Il faut maintenant trouver une solution pour l'atterrissage. Pour avoir un atterrissage sans problème, il faudrait ralentir le plus possible avant d'atteindre la planète. Il faudra donc adapter l'atterrissage en fonction de la vitesse d'arrivée. Pour moi, je vois 3 options différentes. Dans chaque cas, on entre dans l'atmosphère de la planète avec le vaisseau divisé en chaque partie, que vous verrez dans la partie SBT. Première option, on peut activer des mini-réacteurs pour atterrir et déployer un parachute si nécessaire. Deuxième option, on pourrait se débrouiller pour arriver quand la planète et le vaisseau vont dans le même sens et on se placerait alors devant Proxima Centauri B, qui a une gravité plus importante que la Terre. La gravité nous ralentit, puis nous attire et c'est là que l'on ouvre le parachute adapté à la masse de chaque partie. C'est une sorte d'effet de fronde inversé. Troisième option, on utilise la même méthode que pour la mission ExoMars, en se plaçant en orbite elliptique de manière à ce que, à notre périastre, on frôle l'atmosphère de la planète et réduise à chaque cycle l'altitude de notre apoastre, sauvant ainsi une grande partie de notre carburant pour un atterrissage en douceur. Les conditions qui pourraient nous arranger seraient un atterrissage dans un liquide à une faible vitesse. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Bonal, je travaille au CNES, Centre National d'Études Spatiales, donc l'agence spatiale française, sur tout ce qui est transport spatial. Donc comment quitter la Terre et aller plus ou moins loin, jusqu'à très loin. Tout finit toujours par être possible un jour. C'était Jules Verne qui disait le rêve d'hier et le travail d'aujourd'hui et la réalité de demain, donc on finira par y arriver.
Soyons francs, aujourd'hui, les technologies dont on dispose ne nous permettent pas d'aller vers Proxima B en un temps raisonnable et avec une charge utile, une masse raisonnable. Donc il faudra qu'on y travaille. Donc les technologies d'aujourd'hui, non, ne suffisent pas pour aller là-bas. Il y a eu pas mal d'avant-projets qui ont été imaginés, notamment par exemple des technologies comme Orion, très avancées, très nucléaires, qui n'ont pas été développées, qui pourraient permettre de raccourcir significativement le temps de voyage. Mais déjà, bon, il faut passer de la planche à dessin à quelque chose d'un peu plus réaliste. Et puis demain, on trouvera d'autres choses, demain on trouvera d'autres, vous trouverez des nouvelles technologies qui nous permettront d'y aller. En conclusion, pour la propulsion de notre vaisseau, beaucoup de moyens existent. Ils ne sont pas tous au point, mais la technologie ne fait qu'évoluer, et il n'est pas impossible que l'une d'entre elles devienne le futur des voyages spatiaux. Seulement aujourd'hui, il est très compliqué de dire laquelle est la porte vers les étoiles les plus proches, mais pour nous, les projets Orion et Daedalus couplés semblent être la meilleure option. Mais pour que le voyage dure le moins de temps possible, il faut emmener une masse de charge limitée. Nous avons dans ce cas 2000 tonnes de charge possible. 300 tonnes seront utilisées pour les structures du vaisseau, ce qui nous laisse 1700 tonnes de charge utile. Toutes les ressources nécessaires à la vie de 30 personnes ne sont absolument pas stockables en 1700 tonnes. En effet, l'homme au long de sa vie consomme sur Terre près de 60 000 litres d'eau, 21,7 tonnes d'oxygène et autour de 73 tonnes de nourriture. Le voyage durerait plus de 500 ans si, tout deux fois, on réussissait à tout stocker. Mais emmener 1700 tonnes permettrait de faire un voyage d'environ 100 à 250 ans. Ne pouvant pas recevoir d'aide extérieure dans l'espace, il nous faut créer dans la navette un écosystème fermé, un écosystème basé complètement sur le recyclage. Le départ se ferait avec 30 personnes, 15 femmes et 15 hommes, tous en excellente santé et n'ayant presque le moins de probabilité d'avoir de futures graves maladies. C'est pour cela que les personnes choisies ne devront pas avoir de gène de prédisposition à quelconque maladie. Un gène de prédisposition est un gène qui augmente la probabilité de développer une maladie. Il peut être transmis par les parents ou spontanément acquis au cours de la vie d'un individu par mutation. Pour contracter la maladie, l'intervention d'autres facteurs, environnementaux et ou génétiques, est parfois nécessaire. Ils auront chacun une trentaine d'années. Tous auront de grandes connaissances physiques nécessaires pour le décollage et le pilotage du vaisseau. Leurs capacités physiques et morales seront bien sûr au maximum. Il ne faut pas l'oublier, nous parlons d'humains avec des émotions, ce ne sont pas juste des machines. Ils devront aussi vivre jusqu'à la fin de leur vie avec des personnes qu'ils n'apprécieront peut-être pas. Des querelles risquent d'arriver, d'autant que les personnes que nous emmenons auront le poids de l'espèce humaine sur le dos, ce qui est un facteur de stress important. Ils seront les élus de 8 milliards d'humains. Ils devront aussi vivre dans un endroit restreint en taille et sans cesse faire attention au gaspillage, vérifier qu'il n'y a pas de problème technique, etc. Pour éviter que leur morale soit au plus bas, ils auront un certain confort comme des équipements les plus modernes et les plus confortables possibles. Ils ont aussi des desserts qui diversifieront un peu leur alimentation. Cependant, même malgré ces conforts, ils devront avoir une mentalité de fer et rester positifs dans les mauvais moments. Ces 15 personnes ne pourront pas vivre jusqu'à l'arrivée sur la planète. Il faut donc créer une descendance. Pour cela, nous aurons recours à la conception in vitro. La fécondation in vitro ou FIV a pour objectif de recréer en laboratoire les différentes étapes de la fécondation naturelle, tout en maximisant les chances avec un recueil de plusieurs ovocytes et en les optimisant en sélectionnant des spermatozoïdes et des embryons. Des spermatozoïdes et un ovocyte vont être mis dans une boîte de pétri. Une fois la fécondation produite, on laisse l'œuf se diviser 2 à 5 jours, puis on le transfère dans l'utérus de la femme où il devra s'implanter. Pour les conserver, les spermatozoïdes et les ovocytes seront congelés. Les spermes des différentes espèces seront mélangés à un milieu cryoprotecteur avant d'être conditionnés en paillettes de 0,30 ml, puis congelés progressivement dans l'azote liquide. Ils seront ensuite conservés dans l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius, jusqu'au moment de son utilisation. La tolérance d'un spermatozoïde au processus de congélation ou décongélation est individuelle et non prévisible. Elle peut parfois entraîner une diminution de la mobilité des spermatozoïdes. C'est pour cela que plusieurs spermatozoïdes de chaque espèce seront pris pour à la fois être quasiment sûrs d'avoir un spermatozoïde fécond, mais aussi assurer une diversité dans l'espèce. En revanche, une fois congelés, les spermatozoïdes peuvent être conservés très longtemps. Les ovocytes seront eux congelés d'une autre manière, car ils contiennent plus d'eau. Aujourd'hui, la technique la plus sûre est la vitrification. Cependant, le taux de survie n'est que de 90%. Les ovocytes seront placés dans des petits volumes à forte concentration de cryoprotecteurs,
substance qui protège les cellules vivantes contre les températures très basses utilisées pour leur conservation. Ensuite, les ovocytes seront refroidis très rapidement pour éviter la création de cristaux. Ainsi, au lieu de baisser la température de 0,3 degrés par seconde, vitesse d'une congélation classique, la température baissera de 20 000 degrés Celsius. Après avoir été congelés, les ovocytes seront placés dans l'azote liquide. Il nous faudra donc de nombreux frigos d'azote liquide. Ce poids sera compté dans le matériel. Cette fécondation in vitro réglerait les problèmes de maladie et de consanguinité. Ainsi, plusieurs générations se succéderont jusqu'à l'arrivée. Les enfants seront éduqués par les personnes présentes à bord de la navette et seront entraînés avec du matériel sportif pour pouvoir garder la forme. Sur les conseils de M. Bonal, nous nous sommes rendus compte, compte tenu des journées des habitants de l'ISS, que des humains ne pourraient vivre normalement à 0 G. Après leurs vols spatiaux, plus ou moins prolongés, les astronautes reviennent avec des os fragiles et des muscles qui ont rétréci. On ne peut régler le problème qu'en simulant une gravité. On peut prendre l'exemple des vaisseaux de la science-fiction, 2001 l'Odyssée de l'espace, Interstellar et ceux sur Mars, qui remplacent la gravité par la force centrifuge. En faisant tourner le vaisseau sur lui-même, tout ce qui est proche des murs extérieurs est repoussé comme attiré vers le vide. Ainsi, il simule une gravité circulaire. Mais se garder en forme reste nécessaire. La première ressource nécessaire à la survie est bien sûr l'oxygène. L'oxygène est en effet la base de l'énergie du corps qui fonctionne sur la respiration. La respiration consiste à oxyder la matière organique en matière minérale grâce au dioxygène pour en tirer de l'énergie sous forme de molécules adénosine triphosphate, aussi appelée ATP. Cette molécule qui sert d'énergie est nécessaire au fonctionnement de la cellule. On l'appelle donc la respiration cellulaire. La première étape de la respiration est la glycolyse. C'est la réaction de la dégradation du glucose dans le hyaloplasme de la cellule. Le hyaloplasme est une substance de laquelle baignent les organiques cellulaires. Ensemble, ils forment le cytoplasme. Pendant cette étape, le glucose se transforme en deux molécules énergétiques appelées RH2 et ATP. La seconde étape est le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est une suite de réactions biochimiques qui se produisent dans la matrice mitochondriale, une partie de la mitochondrie, un organique d'une cellule. Les réactions ont aussi pour but de produire des composés RH2 qui vont permettre la production de molécules d'ATP par la dernière étape. C'est pendant le cycle de Krebs qu'est relâché le CO2. Vient ensuite pour finir la chaîne respiratoire. Elle se trouve dans la membrane interne de la mitochondrie. C'est un ensemble de réactions qui permettent à partir des composés RH2 produits par la glycolyse et le cycle de Krebs de produire les molécules d'ATP énergétiques nécessaires au fonctionnement de la cellule. La respiration permet à la fin de ce cycle avec une molécule de glucose la production de 36 ATP. Ces ATP serviront ensuite à fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. La quantité de dioxygène emmenée lors du décollage ne pourra pas servir pour tout le voyage. Ayant déjà dans l'espace une forte pression, nous pouvons en compresser une partie mais pas autant que sur Terre. Un homme consomme environ 700 g d'O2 par jour, soit 21 tonnes au long de sa vie. Pour 30 personnes, cela demanderait autour de 630 tonnes d'O2. Il faut donc créer. La meilleure façon de créer l'oxygène serait d'utiliser les végétaux. Un gros projet dirigé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne nommée MELISA, Microecological Life Support System Alternative, est basé sur un écosystème fermé dont une des bases est la production d'algues unicellulaires, aussi appelées microalgues. Elles contiennent de la chlorophylle et pratiquent donc la photosynthèse. La photosynthèse est une réaction biochimique, une transformation chimique d'H2O et de lumière en O2, ainsi qu'une transformation de CO2 en glucose, O2 et H2O. Nous avons donc cherché à prouver qu'une plante fait de la photosynthèse. Pour le prouver, nous avons calculé le taux d'oxygène et de CO2 produit par une plante chlorophyllienne appelée Élodée. Nous avons réalisé cette expérience à l'aide de matériel à hexao, expérimentation assistée par ordinateur. Nous avons mis quelques feuilles chlorophylliennes d'Élodée dans de l'eau, dans une enceinte fermée dont on peut faire varier la luminosité. Nous avons mis une sonde de mesure d'O2 et une sonde de mesure de CO2 dedans, reliée à un logiciel qui a créé automatiquement cette courbe montrant l'évolution de l'O2 et du CO2 en fonction du temps. On observe que lors des mesures avec une grande luminosité, la courbe de taux d'O2 augmente tandis que celle de CO2 diminue. On voit ensuite que lorsqu'il n'y a plus de luminosité, la courbe d'O2 diminue et celle de CO2 augmente. On peut donc en conclure que notre plante effectue bien la photosynthèse. De plus, une de ces plantes lors de sa croissance produit plus de dioxygène que lorsqu'elle atteint l'âge adulte. Ainsi, une fois leur croissance terminée, les algues pourront servir à alimenter les astronautes. Un adulte a besoin de 3000 kcal par jour pour 64% de sucre, 15% de lipides et 21% de protéines.
En nourriture habituelle, sur Terre, un voyage de 3 ans demanderait 3 285 000 kcal par personne, soit 105 120 carrés de sucre d'environ 5 grammes chacun, 55 678 grammes d'huile d'avocat et 3 866 steaks hachés. Imaginez cela pour 250 ans, c'est beaucoup trop. La spiruline, plante utilisée dans le projet Melissa, en plus de former le réservoir d'oxygène du vaisseau, servira aussi de nourriture une fois leur stade adulte atteint. La spiruline a pour nom scientifique Arthrospira platensis. Elle est nommée ainsi en raison de sa forme spiralée. C'est une cyanobactérie, ou algue bleue, multicellulaire. Elle est apparue il y a 3,5 milliards d'années. On trouve la spiruline dans les eaux chaudes, saumâtres et peu profondes de la ceinture intertropicale. Elle est utilisée comme nourriture depuis très longtemps. Les Aztèques, par exemple, en mangeaient déjà. La spiruline convient aussi idéalement aux femmes enceintes. En effet, la spiruline permettra aux futures mamans d'être sûres d'apporter à leurs enfants tous les éléments essentiels à son développement, et notamment de répondre aux besoins accrus en fer durant cette période. En comprimé comme en poudre, la spiruline apporte aux bébés et aux enfants des nutriments indispensables à la croissance. La spiruline a plus de protéines que la viande de bœuf, plus de fer que les épinards, plus de vitamine A que les carottes et plus de calcium que le lait. Elle est composée de 65% de protéines, de 16% de glucides, de 3% d'eau et 6% de lipides, de 9% de minéraux et enfin 1% de fibres. Elle consomme de plus 10 fois moins d'eau que n'importe quelle culture. Ainsi, elle sera une grande partie de l'alimentation puisque la viande serait trop chère en énergie et en eau à produire. Mais manger de la spiruline toute la vie finira par nuire physiquement et moralement aux habitants. Il faudra donc compter sur d'autres aliments. Nous pouvons élever des poissons dans des bacs à spiruline et faire pousser des fruits et légumes, mais cela resterait occasionnel, comme les fameux desserts. Mais ce qui pourra être utile sont les insectes. Déjà bien présents dans la consommation de certains pays, ils sont une bonne source de protéines. Des vers de farine pourront être ainsi cultivés pour avoir un peu de diversité dans la nourriture. Les vers de farine sont les larves du ténébrieux meunier. Cet insecte est très facile à élever, en effet, il se reproduit relativement rapidement et ne consomme pas trop de nourriture. De plus, il n'est pas nécessaire de lui donner de l'eau. En effet, il est capable de récupérer l'eau contenue dans l'air atmosphérique et dans les aliments très desséchés. Pour le nourrir, il suffira de lui donner les épluchures de fruits et il mangera aussi des congénères qui seront morts de sa boîte, car il est saprophage. Ainsi, 400 tonnes seront réservées aux plantations, à l'élevage et à la nourriture. Ayant 1700 tonnes de charge utile possible, nous emmènerons environ 1000 tonnes d'eau. Cela correspond à 25% de la consommation totale de la vie entière de 60 personnes plus la quantité nécessaire pour faire pousser les plantes pendant tout le voyage. Pour les besoins restants, l'eau sera recyclée au maximum. Aucun gaspillage ne pourra être fait. Il nous faut retrouver les 75% restants. Une partie sera recueillie lors de la photosynthèse. En effet, lors de la photosynthèse, les plantes, en plus de créer de l'oxygène, font apparaître de l'eau. Pendant la transpiration, cette eau va s'évaporer avec la chaleur. Ce phénomène s'appelle l'évapotranspiration. Pour recycler l'urine, on pourrait utiliser l'H2O concept, un appareil recyclant l'urine en eau potable très rapidement. Ce genre de système est déjà utilisé dans la station spatiale Mir, la station spatiale russe. Il a été créé par Leonardo Manavella. L'appareil est composé de deux parties, un réservoir et un support. Le support est composé d'une plaque de charbon actif et d'un trou pour uriner. Le réservoir est composé d'un réservoir d'eau et de l'appareil pour recycler l'urine. La plaque de charbon active va enlever une grande partie, le goût et la couleur de l'urine. Cela marche grâce à un fort pouvoir absorbant du charbon actif. Ce pouvoir absorbant va faire en sorte qu'un grand nombre de composés organiques vont être retenus dans le charbon. Le charbon actif sera recyclé par des lavages acides ou alcalins. Cependant, en effectuant cela, il perdra peu à peu de son efficacité, donc au bout de 2 ou 3 lavages, il sera recyclé. Ensuite, le liquide restant va être dans un compartiment avec comme mur un cylindre et une membrane osmotique. Une membrane osmotique est une membrane hémiperméable, c'est-à-dire qu'elle est perméable seulement à l'eau, ainsi elle est imperméable aux autres liquides. La membrane a des trous d'une taille de 1 nanomètre. Or, les virus font de 0,02 à 0,4 micromètres et les bactéries 1 à 4 micromètres. Ainsi, les bactéries et virus ne passeront pas par la membrane. Une pression de 2 bars sur le cylindre, appelée pression osmotique, va permettre de faire passer l'eau à travers la membrane osmotique et ainsi finir le recyclage. Cela pourra créer pour l'équipage leur ressource d'eau, si toutefois ils acceptent de la boire. Pour avoir de l'électricité nécessaire à la création de chaleur, de lumière ou pour faire fonctionner tous les appareils à bord de la navette, la meilleure solution de nos jours serait la création d'un réacteur nucléaire propre, un réacteur à fusion nucléaire. Les produits de la fusion ne sont pas radioactifs, d'où le nom d'énergie nucléaire propre. Ce réacteur à fusion nucléaire marche comme les étoiles, les atomes vont être réunis et cognés les uns contre les autres, ce qui va créer de l'énergie. Cette technologie
Beaucoup de si. Si les astronautes avaient un mental d'acier et qu'ils étaient suffisamment dévoués pour quitter la Terre en étant sûrs de ne jamais la revoir, s'il n'y avait pas de soucis techniques majeurs pendant le trajet, et si nous réussissions à réunir l'argent et la main-d'œuvre pour la construction. A nos yeux, la meilleure option est un vaisseau hybride Daedalus, qui est un dérivé du projet Orion couplé à des anneaux en rotation autour du vaisseau pour créer une gravité avec la force centrifuge. L'oxygène sera créé par la spiruline qui servira aussi de nourriture principale. L'eau sera recyclée par un appareil appelé H2SO Concept et l'énergie sera produite par un réacteur à fusion nucléaire qui sera disponible d'ici une vingtaine d'années. Avec les technologies actuelles, il est très compliqué de relier Proxima. On peut espérer qu'à l'avenir, les moyens nous permettront un voyage plus confortable que celui actuellement possible. Revenons dans le monde réel. Nous espérons que Proxima b est vivable malgré les statistiques très pessimistes. Si c'est le cas, l'humanité pourra y vivre d'ici 200 à 300 ans. Beaucoup de personnes, lorsque nous leur parlions de l'objectif de notre TPE, cherchaient des contre-arguments et toutes les raisons de croire que ce n'était pas possible. Mais, la limite de l'homme n'est définie que par la limite de ce que son esprit veut bien entreprendre. Et comme M. Bonham nous le disait, il ne faut jamais dire impossible.